don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Vincent Beaupré, bienvenue au podcast. Merci de me recevoir. Of course. Super content de faire ça avec toi. Merci beaucoup de ton temps et de ton intérêt aussi, ton ouverture pour le podcast. C'est quand même sortir de sa zone de confort aussi, puis faire ce genre de contenu-là, c'est le fun, c'est intéressant, ça amène une certaine visibilité. Fait que je suis très content. On a fait évidemment un meeting préparatoire, puis là, on fait notre enregistrement en studio aujourd'hui. Tu connais déjà bien Wavency, fait que tu t'es dirigé directement dans le bureau, exact. Which is nice. Parlons un petit peu de Wavency, parlons de ton implication justement dans le gala, le comment tu pourquoi, et explique-moi un petit peu cette relation-là que tu as développée. Hein. Jean-Michel, un des fondateurs copropriétaire de Wavency avec Maude. C'est un ami de longue date. On a toujours tenu des bonnes relations. Puis, donc, je les ai vus évoluer un peu dans leur parcours de Wavency avec Maude, tout ça. Je les ai aidés une fois de temps en temps quand il y avait des questions. Et d'après ça, lorsqu'ils sont venus à créer le gala, donc ils ont fait leur première édition. Et éventuellement, dans la seconde édition, ils ont dit on veut avoir une plus grosse structure parce qu'au départ, c'était un petit projet qui a pris quand même de l'envergure assez rapidement. Et ils voulaient avoir une expertise un peu différente qui sortait de leur cadre qu'eux connaissent. Fait plus en finance et en juridique. Parce que j'ai un background d'avocat et j'ai été impliqué dans les assos étudiantes à titre de trésorier et tout. Nice. Donc, j'avais un intérêt vers ça. Donc, je me suis dit, pas de trouble. Ça m'intéressait de joindre le conseil d'administration à titre de trésorier. Nice. Donc, je me suis impliqué pendant 1 an pour le gala puis toute l'ACREA, qui est l'Association des créateurs de contenu, qui est une super belle initiative par les fondateurs là, qui permet justement de regrouper une belle communauté de créateurs de contenu puis de leur fournir un certain cadre et de leur donner certaines références puis d'agir comme un intermédiaire avec les différents les gouvernements, par exemple, ou pour aller rechercher des subventions avec TikTok Canada, avec YouTube Canada, tous ces partenaires-là, puis aller essayer de créer justement un bel environnement pour les créateurs de contenu dont tu fais notamment partie. Là. Oui, mais c'est cool. Puis tu sais, je tenais à souligner ça, justement, ton implication, parce que c'est une implication bénévole qui a un impact significatif sur notre communauté, précisément au Québec. Je veux dire, un gala de cette ampleur-là, c'est unique. Même au Canada, évidemment, il y a peut-être certaines compétitions, mais c'est le fun de faire que ce soit québécois, que ce soit francophone, c'est qu'on mette ça de l'avant. Puis de voir ça grandir à travers les années. J'ai vu un petit peu l'évolution l'année 1, l'année 2, l'année 3. Puis là, on est rendu ailleurs. Là. Je dis on, mais je veux dire, je les vois à travers ça. Je me suis déjà impliqué à aider un petit peu à installer des trucs dans les journées de préparation et tout ça. Puis évidemment, on travaille dans les mêmes bureaux. Je vois un petit peu le behind the scenes de... à la fin du gala, qu'est-ce que ça implique aussi, la préparation? On recommence pour l'année prochaine. Peut-être un mois après où on commence tranquillement. Fait que c'est vraiment, vraiment bien préparé. Je vous encourage à aller vous informer là-dessus pour la prochaine saison. Fait que Vince, où est-ce qu'on s'est rencontrés? Pour faire une petite mise en contexte, on s'est rencontrés au dernier 5-14 de Wavency, justement. Exact. On s'est déjà vu à travers... on s'est croisés à travers plusieurs fois dans tes bureaux aussi avant 5-14. On s'est croisés aussi à travers d'autres événements de Wavency. On parlait brièvement. Puis je disais, ça serait cool juste qu'on jase un petit peu plus. Puis c'est là que je suis proposé de faire un épisode de podcast tout simplement pour parler de ton domaine. Fait que sautant un petit peu là-dedans. Justement, tu travailles pour Panorama Fiscalité. Exact. Donc, parle-moi un petit peu plus de ton poste. Comment tu as déniché un peu cet emploi-là, puis comment tu te développes à l'interne. Parfait. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait mon bac en droit à Sherbrooke. Après ça, j'ai fait ma maîtrise en fiscalité à Sherbrooke également. J'ai fait mon barreau par la suite et après, j'ai fait mon stage barreau. J'ai fait mon stage barreau dans un grand cabinet à Montréal. Je viens de la Rive-Nord. Voyagement, c'était plus ou moins ma tasse d'été. Donc, j'ai décidé de me réorienter plus vers la Rive-Nord, de trouver un bureau qui correspondait à ce que je voulais faire de la réorganisation, de la planification fiscale. J'ai un très bon ami qui travaillait là à l'époque, qui travaille encore là, qui est devenu associé récemment. Puis, il m'a dit, écoute, viens chez Panorama,
On offre ce que tu veux faire. Il y a une super belle ambiance. Tu vas être épaulé par du monde compétent. Puis tu vas vraiment progresser dans les prochaines années. 100%. OK. J'ai saisi l'opportunité. Puis ça fait déjà, en fond, à mon assermentation qui remonte à novembre 2023, après mon assermentation en titre d'avocat, j'ai commencé mon poste chez Panorama. Puis depuis, la suite des choses est arrivée. Là, j'ai commencé à travailler là-bas. Puis une très belle progression là, depuis la dernière année et demie. Nice. Autant personnel que professionnel. Là, j'ai appris beaucoup dans ma première année de pratique. Puis là, je commence à avoir j'ai des bonnes bases solides. Fait que je me permets de développer un peu plus de clientèle personnellement, puis de dire, bon, ben je suis à l'aise avec ce que je fais, puis je suis à l'aise de dire, ben je connais ma fiscalité, mes compétences, et je connais ma fiscalité comme ça. Ouais. Quand vient le temps de rencontrer un client, je ne bug pas sur des concepts fiscaux. Ben, tu es à l'aise justement, puis justement, tu m'as dit, tu as switché vers tes intérêts ont changé à travers le temps. Puis je me demande aussi comment ton poste s'est évolué du début quand tu es rentré au bureau et à aujourd'hui. Là. Fait que parlons un petit peu de cette évolution-là. Ouais. Ben, quand tu rentres dans un bureau, puis avec peu d'expérience en réorganisation, en planification fiscale, pure et dure, tu dois apprendre les bases. Donc, tu montes des mémos fiscales. Donc, quand je parle de monter un mémo, c'est que tu regardes, OK, c'est quoi la structure du client. Par exemple, il y a une compagnie opérante et c'est quoi les objectifs du client. Quand tu rentres, bien souvent, c'est qu'on va te donner les étapes à faire. Donc, on va te dire, dans ce cas-là, tu dois faire telle étape et tu rédiges le mémo fiscal. Donc, tu viens détailler c'est quoi les opérations qu'on doit faire pour arriver à tel résultat. Et tu décris les impacts fiscaux. Donc, tu dis, ben telle transaction va occasionner, par exemple, de l'impôt. Telle transaction n'occasionnera pas d'impôt. Donc, c'est un peu ça, quand tu commences, tu fais ce genre de planification-là, puis tu es vraiment supporté dans le sens que si tu as des questions, tu as tout le temps quelqu'un qui est là pour toi. Puis encore là, aujourd'hui, j'ai tout le temps du monde qui sont là pour m'épauler également. Là. Nice. Mais plus que je progresse, plus que je prends de la charge, d'une responsabilité, de justement, maintenant, j'ai plus un rôle de doer tant que ça, j'en ai encore, mais j'ai encore un rôle de établir quelle est la planification fiscale. Donc, de dire, bon, ben voici les objectifs du client. Maintenant, comment qu'on le fait? Je regarde la structure, je propose les étapes. Je vais les réaliser parfois moi-même de faire le mémo fiscal, mais on a également une équipe d'autres professionnels avec qui on travaille, que je peux leur dire, écoute, j'ai besoin qu'on monte ce mémo fiscal-là pour le client. J'ai pas tant de temps, puis c'est assez prioritaire, donc on peut-tu le faire? Donc, je commence à développer ça. Je développe ma propre clientèle, de faire les rencontres clients. J'ai des conseillers financiers qui me réfèrent des clients. J'ai des notaires qui me réfèrent des clients. Puis, on ne fait pas uniquement des mémos fiscales, on fait parfois des opinions fiscales. Par exemple, quelqu'un qui émigre aux États-Unis ou qui est parti travailler aux États-Unis, mais qui se demande, est-ce que je deviens non-résident du Canada pour certaines conséquences fiscales, par exemple, si jamais il vend sa maison, comment que doit être fait la retenue chez le notaire et tout. Donc, il y a beaucoup d'impact fiscal. Donc, nous, des fois, on rédige des opinions fiscales par rapport à ça. C'est super intéressant. Puis tu m'as mentionné aussi que tu voulais développer ta clientèle. Bien évidemment, aller chercher plus de clientèle, puis peut-être te nicher ou te spécialiser vers un type de client. Fait que parle-moi donc un peu de ça, je suis curieux. Bien, j'essaie surtout de développer ma clientèle par le biais de réseautage. Cool. Je fais des événements avec la Chambre de commerce de Thérèse de Blainville, avec la Chambre de commerce de Mirabel, avec les jeunes barreaux également, pour aller m'entourer d'un réseau professionnel. Par exemple, des comptables, des avocats, des conseillers financiers, des planificateurs financiers. Parce que nous, on est en tant que fiscaliste, on arrive à des moments clés pour l'entrepreneur. On n'est pas là dans son day-to-day. Tandis qu'un avocat, généralement, suit peut-être un petit peu plus le client, va faire une mise à jour annuelle de ses livres de minutes. Le client a plus tendance à se référer aussi à son comptable, qui le suit annuellement pour dire, bon, ben tu arrives à tel point dans ta vie d'entrepreneur, faudrait avoir à telle structure. Même des fois, les conseillers financiers, c'est souvent eux qui vont flaguer à leurs clients, qui disent, écoute, ça n'avait pas de sens que dans ton compte de banque d'entreprise,
tu as 200 000 $ cash qui traîne et qui n'est pas utilisé pour les besoins de l'entreprise. À ce moment-là, c'est eux qui vont leur flaguer ces situations-là. Puis nous, on se bâtit justement un réseau pour se dire, ben nous, on est là en support. Si jamais tes clients ont besoin d'une expertise fiscale, décroche le téléphone, appelle-nous, viens nous voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ton client, que ce soit en protection d'actifs, pour économiser de l'impôt ou juste pour voir, bon, ben, est-ce qu'il y a un besoin de planifier quelque chose pour le client? Essentiellement, ça, c'est la clientèle que je veux développer. 100%. As-tu une industrie qui t'intéresse un petit peu plus que d'autres ou tu es vraiment ouvert à tout type de profil? En fiscalité, on n'a pas d'industrie précise. C'est sûr que on reste dans les PME, fait qu'on reste au Québec principalement parce qu'on connaît cette fiscalité-là. On est des experts en fiscalité canadienne, québécoise. Mais donc, on touche peu à l'international. Par exemple, quand je t'ai dit tantôt, je faisais des opinions fiscales, mais on applique des normes du Québec, du Canada, pour déterminer s'il y a un lien de résidence. Ça, on en fait, mais on touche pas également donc, toutes les sociétés étrangères, ou très peu, encore là. Des fois, on peut donner une opinion fiscale, mais on ne va pas faire des planifications sur des compagnies overseas. Fait que des compagnies qui sont établies en France ou qui viennent des investissements ici, on a moins d'expertise dans ce domaine-là, mais c'est sûr qu'on peut les conseiller. De la même manière, on essaie de développer un peu plus l'agriculture et la pêche. On a justement un associé du bureau qui est parti s'établir aux Îles-de-la-Madeleine. Il a pris 1 an, donc il s'est acheté une maison là-bas. Puis il a été développé la clientèle aux Îles-de-la-Madeleine. Une belle clientèle de pêcheurs qui ont peu de ressources au niveau de la fiscalité, peu de connaissances. Au moins d'accompagnement. Là. Exactement. Donc, ils ont besoin d'un certain accompagnement puis une certaine structure pour ça. Donc, on développe aussi ce niveau-là. Mais je te dirais que actuellement, ce qu'on voit beaucoup puis ce qu'on encourage les clients à venir nous voir, c'est dans le cas de planifier la vente de leur entreprise et ou acheter des entreprises. Parce qu'on est dans une ère de reprenariat. On sait qu'il y a plus de 50 000 entreprises qui, d'ici les 5 prochaines années, vont devoir subir un changement d'actionnariat ou fermer porte parce que les entrepreneurs partent à la retraite puis il n'y a pas de reprise. Nous, on encourage fortement les entrepreneurs à, de un, penser à un plan de relève et de deux, de bien se structurer avant le moment où est-ce qu'ils disent « Ah, ben moi, je suis prêt à vendre à un employé, je suis prêt à vendre à mes enfants. » Il y a une structure à mettre en place. C'est ça qu'on veut accompagner les clients, de se dire, ben il faut le réfléchir avant. Il faut qu'au moins 2 ans avant que tu vendes physiquement ta business, que tu aies structuré la vente, que ce soit préparé. Parce que, tu as l'exemple classique que justement, c'est une entreprise familiale, puis ça va être délégué à un de mes enfants. De un, ben, tu sais pas si ton enfant va le voir, puis s'il le veut pas ou s'il désiste dernière minute, peut-être que ça aurait été bien de préparer un plan B, une planification. Mais mis à part ça, pas faire de préparation puis de planification de transfert justement d'entreprise comme ça, de reprenariat. C'est quoi les impacts concrètement là? Ben écoute, ça peut varier. De pas le faire, de un, tu peux dire que ta business, si tu ne planifies rien, ben, du jour au lendemain, quand tu es prêt à prendre ta retraite, tu n'as pas personne, ça se peut que tu ailles juste à liquider tous tes actifs puis que tu n'aies pas vraiment de valeur d'accumuler sur ta business. Fait que tu vends ta machinerie pour 10 cents sur le dollar en l'encan et tout. Fait que tu récupères peu de valeur sur toute l'activité économique que tu as générée durant ta clientèle et tout. Donc, tu as une certaine valeur d'entreprise que tu peux venir monétiser quand tu le planifies d'avance. C'est clair. Donc, il y a ce volet-là de si tu ne fais rien puis que tu fais juste liquider tes actifs, c'est un peu... tu récupères peu d'argent. Oui, puis c'est un peu comme... Pourquoi tu as bâti cette entreprise-là? Dans le sens, est-ce que c'est seulement pour aller cash out ton argent? J'ai l'impression que peut-être ça peut arriver dans certains cas, mais la majeure partie des entrepreneurs bâtissent quelque chose pour avoir un impact puis faire perdurer la longévité de ton projet, puis transférer un peu puis de rebâtir.
c'est pas toutes les entreprises qui se transigent, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent se vendre sur le marché. Mais quand tu produis une entreprise qui génère une certaine activité économique, puis tu bâtis un nom autour de ça, ça peut valoir la peine. Tu peux trouver un acheteur. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de ne pas préparer, c'est que si tu viens à vendre, par exemple, ta compagnie, ben ça se peut que tu payes de l'impôt à ce moment-là sur la vente de tes actions. Puis, je te dis ça parce que quand que tu le structures bien et que tu le planifies d'avance, le gouvernement a prévu des beaux incitatifs pour les entrepreneurs qui ont fait rouler l'économie pendant quelques années et qui ont généré une certaine activité économique et qui ont une certaine valeur de leur compagnie. Puis ça, c'est ce qu'on appelle la déduction pour gain en capital. Donc, quelqu'un qui vend sa compagnie, les actions d'une compagnie qui a opéré pendant quelques années, qui a des bons actifs, qu'on respecte certains critères, serait capable d'exonérer la vente de sa business jusqu'à un montant de 1 250 000. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, moi, entrepreneur, je vends ma business 1 million de dollars, bien, j'encaisse ce montant-là libre d'impôt dans mes poches. Donc, il y a des conditions à respecter, puis il y a de l'impôt minimum qui peut s'appliquer, mais ça, c'est un impôt temporaire qui va être récupéré dans les 7 prochaines années, possiblement. Donc, il peut y avoir des impacts fiscaux. Je ne te dis pas, à l'année 1, quand tu vas vendre ta business, tu ne paieras 0 impôt sur cette vente-là, mais si tu le structures bien, tu peux économiser des montants substantiels d'impôts. Quand on parle d'une vente à 1 million, c'est environ 250 000 $ d'impôts que tu paierais sur la vente de ta business et que là, tu es capable de récupérer. Si tu n'avais pas de déduction. Mais là, exact. C'est incroyable, ça. C'est un bel incitatif. Puis, n'ayant pas d'accompagnement, ben, on ne pourrait pas le savoir. Ça serait une grosse erreur payante. Exact. Si tu n'as pas fait les steps de préparation par rapport à ça. Tout à fait. Ben, c'est intéressant. C'est intéressant. Puis, je veux dire, en règle générale, je veux dire, on est proche de notre argent, on veut savoir où est-ce que ça va, comment on le réinvestit. Puis rendu à souvent, c'est des boomers, des gens d'un certain âge qui sont prêts à transférer. Donc oui, c'est rendu dans la retraite un petit peu plus loin. On veut s'assurer d'avoir un coussin qui est confortable, qui est le fun. Fait que, puis aussi, je pense qu'il y a une question de s'assurer que c'est une bonne personne au niveau du transfert. J'imagine que l'accompagnement, c'est beaucoup plus axé vers l'entreprise puis l'entrepreneur en tant que tel. Est-ce que vous faites le lien aussi? Y a-t-il comme une certaine partie d'accompagnement avec l'acheteur? Comment on fonctionne par rapport à ça? Bien, il y a deux points que c'est des très bons points que tu amènes, là, mais il y a 2 volets que je veux discuter là, par rapport à ça. D'abord, tu sais, actuellement, on est en pénurie un peu de main-d'œuvre. On a de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée et qui répond aux besoins de l'entreprise. Et de là, lorsque un entrepreneur a des bons employés, ça peut valoir la peine de commencer à penser à dire « j'ai pas de relève d'entreprise, j'ai pas un enfant qui veut reprendre la business, mais j'ai des bons employés. Est-ce que ce serait possible d'intégrer mes employés à titre d'associés, à titre d'actionnaires dans la business? » La réponse, c'est oui. On est capable de le prévoir. On est capable de prévoir, par exemple, des contrats d'option d'achat d'actions, donc des mécanismes qui vont intégrer graduellement l'employé à l'actionnariat. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que ton employé est bien plus engagé dans la business, va avoir un intérêt financier à ce que ta business, elle prenne de la valeur, de 1. Et de 2, tu t'assures que cet employé-là a un attachement, il va rester un peu avec la compagnie. Il va avoir un intérêt à éventuellement la racheter parce qu'il voit que, écoute, la business, ça roule bien, que dans quelques années, ça va être lui, potentiellement l'actionnaire de cette compagnie-là, puis qui va pouvoir la diriger un peu comme il le veut et que ça va justement lui générer des revenus. Donc, il faut penser à ça. C'est vrai qu'on pense pas nécessairement à ça, mais si tu as un employé qui s'implique, qui a un certain leadership, qui propose des initiatives, peut-être que ça peut être un plan de match là, plutôt que de penser justement au niveau plus personnel, puis un repreneur ou un acheteur potentiel, mais regarde plus à l'interne. Puis cette personne-là va, évidemment, créer des liens encore plus profonds avec son équipe. Fait que, c'est inspirant de voir quelqu'un qui est dans l'équipe, qui remonte un peu les échelons, puis qui reprend les rênes de l'entreprise. En tout cas, si j'étais un employé à un collègue, moi, je serais comme « Wow, that's really nice ». C'est une belle énergie. T'sais. Exact. Puis tu vois que
généralement, les personnes, c'est qui ont donné beaucoup à la business, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur énergie, qui ont amené des fois une clientèle, qui ont amené un actif à la business. Au-delà de simplement faire son 9 to 5 puis de faire ses tâches d'employé à titre. Parce qu'on peut tous faire des tâches d'employé, mais c'est ceux qui se démarquent qui vont avoir généralement une certaine reconnaissance de l'employeur. Donc, on fait cet accompagnement-là pour planifier l'intégration d'employés clés dans les business. On accompagne également les acheteurs pour structurer l'achat d'une compagnie, pour regarder avec eux, comment qu'on planifie cet achat-là, qu'est-ce qu'il y a à prévoir lors de l'achat, créer une compagnie, par exemple, juste pour l'acquisition des actions, à obtenir du financement à la banque, ou est-ce que le vendeur va donner une balance de prix de vente? Donc, est-ce que le vendeur va accepter que OK, il va se pas faire payer sur 4-5 ans, puis on va échelonner les paiements de même avec les revenus futurs de la business. Donc, c'est toutes des possibilités. On accompagne les acheteurs autant que les vendeurs, mais je te dirais que principalement, c'est au niveau des vendeurs qu'on va aider. Offrez ça. Tantôt, tu as mentionné un entrepreneur qui émigre, disons, aux États-Unis, qui perd peut-être ses droits au Canada, mais j'aimerais parler, mettons qu'on a justement une corporative là, au Québec qui voudrait ouvrir une filiale. On peut regarder dans les autres provinces canadiennes, puis aussi aux États-Unis, donc de développer son marché. Est-ce que vous faites aussi ce développement de marché-là, finalement? Ben, fiscalement, je parle. Oui. Écoute, oui, plus ou moins, là, parce que on va pouvoir structurer au Canada et principalement au Québec. Comme je te disais, chez Panorama, on a une équipe de fiscalistes. On a aussi une équipe de juristes. Donc, on a quelques avocates qui travaillent ainsi que des techniciennes juridiques dans nos bureaux. Puis, nous, on travaille en droit civil. Donc, on a notre bac et notre barreau en droit civil. Donc, on ne peut pas faire du droit, par exemple, des autres provinces et faire des incorporations avec d'autres provinces. Par contre, si tu me dis que, moi, tu as une compagnie et tu veux te créer, ou tu veux juste aller faire de la vente dans d'autres régions ou dans d'autres provinces du Canada, là, tu peux t'incorporer au niveau de Corporation Canada et tu pourrais justement protéger ton nom avec Corporation Canada et tu peux agir dans les autres provinces. Ça coûte un peu plus cher l'incorporation au niveau fédéral qu'au niveau provincial, mais ça, on peut le faire avec toi également. Puis, il n'y a pas d'avantage à avoir un ou l'autre, là, à part au niveau de la protection du nom. Puis, tu peux opérer. Donc, on ne va pas faire des créations de compagnies dans les autres provinces, selon les lois des autres provinces. Donc, généralement, on va référer si tu as besoin de te structurer, par exemple, en Ontario, ou tu as besoin de te structurer en Alberta, on va te référer. Donc, nous, on est des spécialistes de la loi de l'impôt également. Quand je te parle, c'est la loi de l'impôt, c'est fédéral. Nous, on analyse les conséquences fiscales au niveau fédéral parce qu'on a un impôt canadien et après ça, on paye un impôt au Québec. Donc, on a ces deux lois-là. Donc, on peut te conseiller au niveau fiscal par rapport à ça va être quoi ton imposition en Alberta au niveau fédéral uniquement ou comment que la structure, mais on va pas venir te dire selon les lois fiscales de l'Alberta, tu vas payer ton impôt. Tu sais, j'avais plusieurs questionnements par rapport à ça. On tombe sur un sujet super pertinent. Disons que je te parlais de mon projet à Winnipeg, au Manitoba, qui est on le sait, c'est une autre province canadienne. Je suis une entreprise québécoise qui offre un service qui est chargé à des clients à Winnipeg, au Manitoba. Au niveau de la facturation, là, c'est assez précis, là, mais il y a toujours un questionnement au niveau de la taxe qui est chargée. Est-ce que c'est est-ce qu'on perçoit la taxe québécoise ou c'est un service qui est fait... On dirait qu'il y a comme une zone grise qui n'est pas tout à fait claire. Mais écoute, ça relève encore là d'un domaine qu'on fait peu, qui est les taxes à la consommation, qui relève de la fiscalité, mais c'est encore là un domaine qui est très spécifique, donc les taxes à la consommation. Donc, je ne veux pas te dire n'importe quoi, mais de mémoire, c'est le service où il est rendu. Où est-ce qu'il est fait? Donc, exactement. Tu chargerais les taxes selon ça. Écoute, je peux pas t'en dire plus, malheureusement. Non, parce que j'avais posé des questions à certains comptables, puis ils me disaient, tu sais...
faudrait que tu ailles voir justement un spécialiste là-dedans parce que c'est assez précis comme demande, là, right? Ça dépend combien de contrats que tu as là-bas, est-ce que c'est quelle durée, c'est assez piqué. Fait que, en préparation de justement, je sais pas, de quelqu'un qui a une entreprise qui veut exporter ses produits juste à travers le Canada, ben il y a certains questionnements à avoir. C'est sûr que c'est un petit peu moins compliqué que si tu approches un client américain, par exemple. Là, mais bon. Donc, dans ces cas-là, on réfère tout le temps à des spécialistes de ces domaines-là. C'est ça. Donc, ça serait comme un fiscaliste en taxe à la consommation. OK, parfait. Donc, on a des contacts justement avec qui on fait affaire. Justement, dans ces cas-là, on réfère beaucoup de dossiers pour ce qui touche aux taxes où on va obtenir une opinion de ce bureau-là pour aller répondre à notre client. Finir sur cette parenthèse-là, ce qui est intéressant, c'est que, bien évidemment, la seule province au Canada qui n'a pas de taxes provinciales, c'est l'Alberta. C'est assez différemment, tu sais. C'est assez différent comme contexte là, aussi là, pour des entrepreneurs qui veulent développer leurs produits ou leurs services là-bas. Parlons un petit peu justement, on a parlé d'entrepreneuriat puis de reprenariat qui est pas assez discuté, puis évidemment c'est une grosse opportunité. On se dit toujours, je me lance en affaires, je suis un jeune dans la vingtaine ou début trentaine, il faut absolument que je me parte ma propre entreprise. Mais en tant que tel, si tu as de l'argent de côté, pourquoi pas regarder, tu as un domaine qui t'intéresse, pourquoi pas regarder justement des entreprises qui sont prêtes à transférer. Les avantages, on les a nommés un petit peu tantôt, mais tu as déjà du cash flow, tu as une certaine quantité de clients aussi qui sont récurrents, tu as des employés, tu as une structure. Oui, c'est un petit peu plus lourd, puis il faut vraiment aussi que les gens, les employés à l'interne te fassent confiance. Aussi, c'est une certaine... ça peut être stressant. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'avantages. Ouais. Il y a beaucoup d'avantages à faire du reprenariat. Sure. Je pense que la structure préétablie par un ancien entrepreneur, ben ça vaut de l'or. Je pense que de trouver de la main-d'œuvre qui est qualifiée et qui connaît les rouages d'une entreprise plutôt que de se partir à zéro. Ouais. Ça peut être une aventure de se partir à zéro, mais c'en est autant une de reprendre un business qui roule. Généralement, on va tout le temps conseiller à nos clients qui veulent reprendre une compagnie de faire une bonne transition avec le vendeur. Dans le sens que le vendeur va généralement rester employé de la compagnie pendant une période de temps jusqu'à ce que la transition se fasse en douceur puis que on ait compris les rouages de l'entreprise, on ait compris les employés, les besoins des employés et les relations fournisseurs-clients et tout. Donc, c'est une belle aventure. Puis, je pense que on est capable de le faire. Il y a du financement qu'on est capable d'aller chercher pour ce genre de projet-là plutôt que de se partir à zéro. Ouais. C'est sûr que quand tu veux innover dans un domaine, peut-être que ça vaut la peine de te partir une compagnie. Mais on connaît les statistiques, puis il y a peu d'entreprises qui passent le 0,5 ans. Quand tu as une business qui l'a déjà faite et qui a un cash flow positif, puis que tu regardes sa structure, ça a du sens, mais pourquoi pas si c'est dans le domaine que toi tu veux faire? Pourquoi pas? Puis pour les vendeurs, c'est une belle occasion de passer le flambeau lorsqu'ils sont prêts à le faire. 100%, puis on sous-estime, je crois, quand on se lance en affaires, c'est oh my God, je vais faire une première année de fou. Puis comme évidemment, il y a des statistiques de 5 ans en moyenne pour que si ton entreprise passe ce flambeau-là. Mais oui, puis c'est ça peut être aussi beaucoup plus rentable là, de reprendre une entreprise qui est déjà établie parce que dans les 5 années cruciales, ou mettons les premières années, c'est de bâtir ta réputation, ta notoriété, ta clientèle, une stabilité. Est-ce que tu es capable de bâtir aussi un certain fonds qui te permet de passer à travers les différentes étapes? S'il y a une autre COVID qui frappe, je veux dire, personne n'est protégé par rapport à ça. En tout cas, d'avoir une entreprise solide par rapport à ça, c'est intéressant. Changeons un petit peu de sujet. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus d'intrapreneuriat puis de ton implication aussi à l'interne avec Panorama. Est-ce que tu es rentré dans la business en ayant en tête un petit peu cette perspective-là? Fait que de prendre peut-être plus de leadership, des responsabilités, de proposer certains projets, initiatives. T'as-tu toujours été un petit peu là, dans ce mindset-là? Au début, je te dirais que non. Parce qu'au début, quand que tu rentres dans un nouveau domaine, quand que tu sors de l'école, tu as beaucoup à apprendre. T'es vrai, là, et tu connais la théorie, mais tu connais pas la pratique. Sure. Fait que quand tu arrives, là, c'est submergent, je te dirais, de voir, il y a
plein de choses à penser. Et de juste me remettre dans le beat, je te dirais que ça m'a pris un bon 8-9 mois de dire, je suis à l'aise maintenant dans ce que je fais, que là, je peux commencer à dire, je développe ma propre clientèle. Donc, au début, c'est sûr que je l'avais en tête à quelque part de quand j'ai commencé dans une business. J'ai toujours eu le désir de partir développer ma propre clientèle. Et justement, Panorama me le permet de le faire. Sont beaucoup là pour le réseautage, vont payer les événements de réseautage, puis ils sont là pour qu'on développe notre clientèle, parce qu'au final, ça leur apporte quelque chose. Fait que, pour moi, ça me fait plaisir parce que plus que je développe ma clientèle, plus que je prends de l'expérience, plus que je vais prendre de l'assurance, plus que je vais prendre des connaissances, puis que je vais être capable de justement mieux accompagner chacun de mes clients. Donc, au départ, ce l'était dans ma tête en arrière-pensée. Maintenant, ce l'est à tous les jours, dans le sens que je veux le plus possible développer ma clientèle et de montrer que j'ai de quoi apporter à la business. Oui, 100%. Puis tu développes ton identité, puis c'est clair, quand tu es fresh out of the school, c'est normal. Faut que tu apprennes à être à l'aise avec tes collègues, tes supérieurs, la nouvelle charge de travail, parce que tu dis, on apprend beaucoup de la théorie à l'université, puis après on ressort dans le vrai monde, puis là c'est le côté plus pratique, des choses qui sont peut-être pas mentionnées, que c'est des non-dits ou que c'est assumé. Puis là tu apprends toutes ces choses-là, c'est ah wow, mon Dieu, j'avais pas vu ça dans mes livres, là, ou dans mes stages, ou peu importe. Là, puis tu sais, en théorie, quand tu es à l'école, tu vois les cas faciles, tu vois les cas qui ont des solutions et qui ont... il y en a que c'est difficile de trouver des solutions. Il y en a que tu bloques à des murs. Tu vas dire au client, malheureusement, on s'est pas pris d'avance, on n'est pas capable, oui, ça va, vous allez devoir payer de l'impôt, par exemple, ou on va devoir attendre 2 ans si vous voulez profiter de tous les avantages. Fait on ne nous prépare pas tant à ce genre de conversation-là à l'école. Ces conversations-là. Puis, on essaie tout le temps de trouver la solution qui fonctionne. Des fois, il n'y en a pas. Mais quand on est capable de le prévoir, on va conseiller nos clients ou on va leur dire, écoute, ça ne fonctionne pas aujourd'hui, mais on va te structurer pour que ça fonctionne en plus tard. C'est pas final, dans le sens, c'est une question de timing. Là. OK. C'est ça, tu sais, souvent, on a des scénarios et tout ça qu'on apprend, puis après, on arrive au marché du travail. On est... Tu sais, j'imagine, c'est mentionné que tu vas avoir différentes situations où c'est accepté, mais comment on réagit à ça, tu sais? Comment on apprend à réagir émotionnellement, puis d'avoir... écoute, tu sais, c'est un petit peu une déception au niveau de la clientèle, tu sais, du client, puis comment au niveau émotionnel, tu sais, on compatit, je sais pas, il y a une manière de communiquer aussi qui est pas apprise, que là, il faut que tu apprennes un peu sur le tas. C'est quand même rough, là. C'est une grosse partie. Et on devrait peut-être dédier. Puis dans tout domaine, là, je veux dire, dans mon domaine aussi, là, il y a une erreur, peu importe. Il faut que ça soit communiqué au client. Là. C'est pas comme, it is what it is. Là. Exact. Bref. Tu l'apprends sur le tas. C'est un peu ça. Hein. Tu apprends de tes propres erreurs. C'est ça, dans le fond. C'est que au courant de ta pratique, tu vas apprendre de tes erreurs, mais tu vas aussi apprendre les erreurs des autres. Puis tu vas apprendre à... Tout le monde va en faire des erreurs, que ça l'arrive, que malheureusement, ça se peut que ce soit pas toi qui l'ait fait, que ce soit quelqu'un d'autre avant toi, ou que ça se peut que ce soit juste par la faute du client. Mais tu dois leur expliquer, tu dois leur dire, malheureusement, il y en a, c'est triste pour certains qui arrivent avec reprise de succession parfois, puis que là, ils sont pris avec certaines dettes et tout au niveau fiscal. Ils savent pas comment voir le bout du tunnel. J'en ai une cliente récemment qui elle est aux États-Unis. Son père était aux États-Unis également, mais elle détenait une résidence au Québec. Okay. Et là, le processus de régler la succession au Québec, elle trouve ça extrêmement difficile, que, OK, il faut que tu fasses certaines choses avec l'ARC, il faut que tu fasses certaines choses avec le Revenu Québec. Elle vient de vendre la business, ça l'engendre des frais qui sortent de l'ordinaire pour quelqu'un qui vendrait ici en tant que résident. C'est des choses qu'elle n'aurait pas à payer si elle avait vendu une résidence aux États-Unis, par exemple. Fait
il y a beaucoup de choses. Ah, puis là, elle trouve ça... Le processus c'est long ah, oui, et c'est lourd. sûr. Quand on regarde que les délais de traitement auprès de l'ARC, ça, pour ce cas-là, ça peut prendre jusqu'à 6-8 mois là, pour la vente d'une maison, puis de faire, de recevoir. Parce que dans ce cas précis, quand elle a vendu la maison, il y a eu ce qu'on appelle une retenue au notaire. Donc, le notaire retient un montant pour s'assurer que les impôts, s'il y en a, ils sont payés au gouvernement. Oh, wow. Tu comprends? Je comprends. La retenue, c'est 25 du montant brut de la vente. Fait que si tu vends une maison 300 000, ben c'est 25 c'est 75 000 de... Ça, c'est juste pour la fédérale. Il y a aussi une retenue au Québec. Mais c'est beaucoup de sommes. Donc, des fois, même quand tu as une hypothèque là-dessus, il faut que tu frontes de l'argent parce que le paiement, tu dois le rembourser ton hypothèque. Et si tu dois fronter de l'argent, dans son cas, elle, il n'y avait pas ce genre de situation-là, mais elle attend encore pour recevoir 25 qui est retenu auprès du notaire de son argent. Crazy. C'est un processus qui est long. Puis, tu sais, nous, on essaye tant bien que de mal de les supporter, mais on peut pas se mettre dans leurs souliers de dire, tu sais, puis je te dirais que moi, je suis très plus pragmatique et je suis très cérébral plutôt qu'émotionnel. Donc, je compatis avec eux, mais je peux pas me mettre dans leurs souliers puis de ressentir ce qu'eux, ils ressentent. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de les épauler dans ces transitions-là puis de mieux les conseiller du mieux qu'on peut. Puis t'as beau être proactif aussi, le problème, c'est pas nécessairement la firme, c'est bloqué en haut. Fait que ça, c'est difficile. C'est comme, avez-vous des nouvelles? Mais là, on attend. Le processus, on est là-dedans. Mais oui, ça peut être stressant, puis lourd. Puis c'est tout simplement parce qu'elle a une résidence américaine. Elle est résidente américaine. C'est exact. Puis est encore... Est-ce que tu perds ta citoyenneté ou quand tu changes de... Elle est résidente américaine à la base. Son père, il avait acheté une résidence de vacances au Québec. Donc, c'est pour ça. Oui, c'est sûr qu'à travers le pays, la fiscalité est différente. Mais là, quand tu rentres dans ces terrains de jeu-là, tu comprends l'implication de wow, OK, ce système-là est quand même lourd. Puis consulter des professionnels avant de faire certaines transactions. Là. Dans son cas, on aurait pu consulter un professionnel avant de la vente. Là, on l'a fait au moment de la vente parce que le notaire a su qu'elle était non-résidente. Donc, il faut le prévoir d'avance. Puis c'est ça qu'on conseille tout le temps à nos clients. Prévoyez d'avance vos transactions, consultez les professionnels nécessaires, puis vous aurez le moins de surprises au final. Tu m'as dit que tu étais une personne un petit peu plus pragmatique, logique, plutôt qu'émotionnelle. Est-ce que tu dirais que c'est une qualité qui te permet d'être plus performant peut-être dans ton poste comme fiscaliste? Comment tu vois ça un peu? Non, je pense qu'on a... La fiscalité, c'est très logique, c'est très chiffré. C'est très chiffré, c'est très appuyé sur des textes de loi et de l'analyse. Donc, peut-être que ça m'aide à performer en fiscalité, mais je pense qu'il y a également un volet émotionnel, d'être un people person. Je pense que faut comprendre les objectifs d'un entrepreneur également. Exact. Donc, il y a une bonne question à poser. C'est sûr que chacun a leur profil de personnalité. Des fois, tu peux avoir des avantages, peut-être plus d'aisance avec un certain dossier. Fait puis je t'ai même pas posé, mais vous êtes une équipe de combien à l'interne chez Panorama? On est 7 fiscalistes. On est 3 avocates, 3 techniciennes juridiques, je crois, avec quelques personnels de soutien. Je pense qu'on va être rendu 17 ou 18. Là. Nice. Donc, une très belle croissance. Quand je suis rentré, on était 12 ou 13 il y a 1 an et demi. Fait que là, on a une belle croissance. Le cabinet engage encore. Donc, on va vers l'avant. Puis, on essaie de monter une très belle équipe là, de plus en plus. Qu'est-ce que tu préfères de travailler pour Panorama? C'est une question classique, mais genre, je me dis, quand tu te lèves le lundi matin là, à 7 h là, pour aller au boulot puis tout ça, qu'est-ce qui te ferait réveiller, mis à part le réveil matin, comme la petite flamme, là, quand tu te lèves, tu te dis, est-ce que tu penses un petit peu à l'impact que tu vas avoir avec tes clients? Je me demande un peu comment tu... Mais tu sais, les choses que j'aime travailler... Pourquoi j'aime travailler avec Panorama? De un, c'est
la liberté de relation client. On est mis dans le bain, je comprends tout mon dossier de A à Z et j'aime le réfléchir. Donc moi, j'aime beaucoup la fiscalité, donc j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Mais au-delà de ça, il y a l'équipe. Chez Panorama, on a bâti une très belle équipe, puis on a des collègues avec qui je m'entends super bien. Donc, ça vaut de l'or pour moi de s'entendre bien avec ses collègues et d'avoir une équipe sur laquelle tu peux compter. On est tous très bons et ça m'allume le matin de savoir que je m'en vais travailler dans un cabinet qui est... qui est bien... Puis la preuve, c'est que tu veux aussi te déplacer au bureau, tu veux travailler avec cette belle équipe-là. On en a parlé avant le podcast, mais de 90% du temps, de vouloir te déplacer physiquement, puis travailler, puis de faire tes rencontres, puis tes dossiers, plutôt que de le faire parce qu'il offre la possibilité de travailler à distance. Exact. On voit qu'actuellement, il y a justement des employeurs qui forcent un peu le retour au travail, qu'il y a moins de télétravail qui est offert par certains employeurs. Chez Panorama, je te dirais que le télétravail est possible, mais moi, je ne le prends pas souvent. Là, je le prends à l'occasion lorsque j'ai des besoins de le faire, mais je préfère de loin travailler en présentiel. De un, c'est plus facile pour la concentration. De deux, j'ai un bel environnement de travail. Puis de trois, c'est la relation d'équipe, de bâtir quelque chose avec une équipe, puis d'avoir une certaine cohésion est beaucoup plus facile de venir poser des questions à un autre collègue ou d'appuyer un autre collègue dans son dossier. Tandis que quand tu es chez vous, tu as tout le temps l'hésitation de dire « es-tu disponible? Je peux-tu prendre le temps de l'appeler? Je le dérange-tu? » Est-ce que quand tu es au bureau, tu vois par la fenêtre qu'il est concentré dans son dossier, tu vas peut-être attendre 5-10 minutes avant d'aller le déranger. Donc, je pense que pour moi, le télétravail, c'est moins ce que j'aime. Mais en présentiel, c'est définitivement la solution. C'est une question de préférence. C'est pour ça que je t'ai posé, j'étais comme, est-ce que c'est une obligation? Parce que, comme on disait, il y a certains employeurs, après post-pandémie, qui disent justement, OK, on retourne au bureau. C'est quand même très, très populaire aussi, le travail à distance. Puis, mais si toi, tu connais justement tes compétences, tu te dis, moi, je suis beaucoup plus performant, mais parfait. Puis tu t'as amené un très bon point de, oui, la cohésion d'équipe, c'est le fun. La petite discussion au café, je veux dire, c'est pas banal, dans le sens que ça peut être nécessaire pour juste avoir du plaisir dans sa vie. Là. Mais comme de te poser une question, c'est beaucoup plus direct. Là. Quand tu as accès à un partenaire dans le bureau qui peut te répondre, même s'il est occupé, peu importe. C'est plutôt une réponse directe que d'envoyer un message. Est-ce qu'il voit mon message? Est-ce qu'il voit mon courriel? Ça peut passer dans le beurre. Fait qu'il y a tous ces avantages-là. Puis j'avais justement reçu ce feedback-là de quelqu'un qui, justement, c'est un conseiller en sécurité financière pour IA. Puis il se déplace au bureau, même chose. Presque tous ses collègues ou presque travaillent à distance. Mais lui, il prend le temps de se déplacer parce qu'il préfère cette proximité-là qu'avec ses collègues. Puis ses supérieurs, puis tout ça. Fait que bref, that's pretty nice. Exact. Yeah. Nice. Non, puis, tu sais, je pense que c'est essentiel aussi d'avoir des fois deux têtes à réfléchir sur un dossier. Qu'est-ce que quand tu spins un dossier dans ta tête puis que, je trouve pas de solution, de le réfléchir avec un collègue, ça apporte tout le temps une opinion différente puis d'un point de vue différent. Puis ça te sort de ton spinning exact, sur le même infernal. Dossier. Exact. Puis de la même manière, de juste prendre un moment pour relaxer. Genre, pour moi, c'est souvent à 4 heures. À 4 heures, j'ai fait, OK, une ou deux rencontres clients. J'ai fait des dossiers. Et là, mon cerveau, il rush. Toute la journée dessus, c'est ça. Exact. Fait que là, je prends 5-10 minutes, je m'en vais jaser avec un collègue juste pour ventiler un peu l'esprit. Puis, pour vrai, je pourrais pas faire ça à la maison. Je ferais, à la maison, j'aurais pas personne avec qui, justement, m'aérer l'esprit. C'est clair. C'est sûr que je pourrais aller à l'extérieur, aller prendre une petite marche. Mais je trouve ça toujours le fun, parler avec mes collègues. Oui, puis en même temps, c'est ça. Puis je veux dire, travailler à distance de chez nous, c'est bien beau tout ça, la proximité, tu peux faire ta vaisselle, ton lavage, mais je veux dire, tu as tout l'environnement aussi, dans le sens, est-ce que tu as un espace qui désire ça? Est-ce que c'est plus petit ou ça ne l'est pas? Est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as des chiens, des enfants, tout ça? Tout ça, ça te déconcentre. Si tu as une rencontre avec un client, bon, oui, il va comprendre, mais juste
la perception de toi-même, c'est dérangeant aussi, tu as un manque de concentration. Fait que tout ça, c'est des bons avantages. Là. On n'est pas là pour vendre de venir au bureau, là, mais moi, je trouve ça cool aussi. Tu sais. Tout à fait. Je me demande un petit peu tes ambitions professionnelles, ça ressemble à quoi au niveau de ta carrière? Tu sais, là, si on se projette au mois de janvier 2026, quel objectif que tu aimerais arriver ou t'y rendre finalement? Écoute, d'ici janvier 2026, tu me dis, ou juin? Janvier qui s'en vient. Là. Janvier qui s'en vient. Ouais. Bon, écoute, l'objectif, c'est encore de développer ma clientèle, de prendre un peu plus de responsabilité au niveau du bureau, de se dire, ben écoute, j'ai une bonne base, je connais mes choses, je veux prendre plus de responsabilité dans des projets qui s'en viennent et tout. Okay. Mais également, ce serait de vraiment développer la clientèle que j'ai, faire plus d'événements de réseautage. Ouais. Donc, pas mal ça. C'est un bon objectif. Ouais. Puis tu vas voir pourquoi j'ai posé cette question-là. Je vais te relancer à la fin par rapport à ça. Est-ce que tu peux me parler d'un dossier que tu es vraiment fier? Tu sais, que tu peux en parler. De deux, que tu as trouvé une solution concrète. T'as peut-être initialement, tu te dis, OK, ça va être challengeant, mais aussi intéressant de travailler comme dossier. Fait que je te laisse répondre par rapport à ça. Écoute, encore là, c'est dur à dire, là, mais on en fait tellement. C'est sûr qu'on travaille, encore là, je suis avocat, on a un secret professionnel, fait que je peux pas embarquer dans tous les détails. Là, non, c'est correct, mais on a des belles transactions, des structures qui sortent un peu plus du cadre ordinaire avec plusieurs actionnaires. C'est surtout quand on travaille avec des gros groupes d'actionnaires qui sont pas liés, que là, on spin beaucoup plus, que le temps investi est plus important. Mais je suis pas capable de te pinpoint un dossier particulier. Là. Ouais, exact. Ouais. Je pense que tous nos dossiers, je pense que je viens d'en avoir un en tête. Là. Okay. Écoute, c'est un client qui ont eu une faillite il y a 1 an de cela. La compagnie a fait faillite, puis il y avait des immobilisations dans les business. On a regardé leur structure, puis on a été capable d'aller leur chercher des économies d'impôts avec d'autres immeubles qui détenaient dans d'autres structures, puis utiliser le fait qu'il y a une des compagnies qui a fait faillite pour éponger des gains futurs. Okay. Éventuellement, il aurait vendu une bâtisse, et là, on est allé chercher une économie d'impôts substantielle. De l'ordre de probablement 1,5 million juste pour la transaction. Wow. Oui, c'est bien, mais on l'a spiné pas mal, ce dossier-là, parce que il y avait des questions d'acquisition de contrôle, il y avait des questions de perte, de faillite et tout ça. Donc, ça, c'est un beau dossier que j'ai travaillé justement en collaboration avec mon ami qui m'a intégré chez Panorama, qui est rendu associé. Ouais. Puis, on l'a bien... Ça, c'est un des dossiers qu'on est fiers d'avoir fait. En fait, évidemment, vous avez travaillé sur X nombre de dossiers, puis la majorité, c'est sûr que c'est des succès. Mais souvent, on se rappelle aussi de peut-être d'une certaine connexion que tu as avec un client, que tu dis, OK, wow, il a été vraiment reconnaissant. Ou, différemment, le dossier, justement, ça m'a amené à développer certaines compétences, ça m'a évolué au niveau de ma carrière. Fait que c'est le fun aussi de parler de ces histoires-là puis de mettre ces gens-là par rapport à ça. Écoute, on arrive déjà à la fin de l'entrevue. Fait que j'ai mes deux dernières questions que je voulais ça passe vite, hein? Ça passe très vite. C'est fou, mais c'est le format du podcast. Aussi simple que ça. On développe ensemble, puis c'est naturel. Comme ça, on était dans une activité de réseautage, puis on se parlait. Fait que, OK. J'aime ça. On va y aller avec la prochaine question. Ta vision du succès professionnel et personnel, si tu mixes les deux, ça ressemblerait à quoi? La vision du succès, pour moi, ça va peut-être paraître un peu cheesy, là, mais c'est de me lever le matin et de faire ce que j'aime. Puis c'est ça que je vis actuellement. Nice. Je me lève puis je sais que ma journée, j'aime ce que je fais, je suis heureux dans ma profession. C'est pas tout le monde qui sort de l'université, qui trouve un emploi puis qui se dit moi je veux faire ça le reste de ma vie. Non, puis moi, j'ai eu la chance justement de quand je suis rentré chez Panorama, j'ai eu ce déclic-là de dire hey, je veux exactement faire ça le reste de ma vie en tant que professionnel. Je dis pas que je vais faire de la planification fiscale tout le temps, mais la relation client, le développement des affaires, c'est de quoi qui m'interpelle de plus en plus. Mais la fiscalité en tant que telle, j'adore et c'est ce qui m'allume. Donc,
pour moi, c'est un peu ça la vision du succès, d'avoir aussi une conjointe à la maison avec qui je développe une affinité. Une vie familiale, une vie familiale, puis que tous les deux, on est heureux là-dedans. Donc, pour moi, j'ai pas besoin de plus. Là, c'est vraiment de me lever le matin avec ma famille et avec une job que j'aime. Puis je trouve ça que ça vaut tout l'or du monde. C'est le succès en soi. Puis tu sais, c'est drôle, parce que, évidemment, on parlait de fiscalité, là, mais je dis souvent que le succès, la société dit, la société donne le succès comme une description avec l'argent. Donc, là, combien d'argent que tu fais, combien d'argent que tu as dans les poches et tout ça. Évidemment, tu accompagnes tes clients pour aller chercher cet argent-là. Mais toi, personnellement, c'est le fun que tu me dises ça. C'est plus dans l'optique de mon temps est alloué pour cette entreprise-là, puis j'adore ça. Ouais. Exact. On passe la majeure partie de nos vies au travail, autant faire quelque chose qu'on adore, qu'on est passionné. C'est hot, là. Pour moi, de faire des sommes astronomiques d'argent, c'est pas dans mes projets. J'ai pas besoin de faire 2 millions par année. J'ai pas besoin d'avoir la grosse maison puis qui vaut 10 millions. Là. Nice. Pour moi, comme je te dis, de faire quelque chose que j'aime au travail, d'avoir une vie familiale, puis de voyager une fois de temps en temps. Pour moi, c'est ça, de décrocher. Puis Mais tu sais, de réaliser ça à un jeune âge, c'est incroyable. Parce qu'on peut plus facilement, si on a comme un dédain un peu de notre job, ou on peut dire, mais mettons, c'est bien payé. OK, fait que là, tu rebouches un peu ces nécessités-là par des achats de biens. Fait que, c'est pas des bébés, des chars, des grosses maisons, une belle montre, tu sais, des... Sure. Comme si t'as les moyens puis tu veux te gâter, de le voir comme ça, c'est correct, mais si c'est un moyen parce que t'as besoin de ce petit boost, d'énergie-là, je sais pas, peut-être tu vas remettre en question, fait que de se dire, moi, la phrase que t'as dit, j'ai pas besoin. Et voilà, tu réponds à ça. J'adore ça. Vince, j'ai ma dernière question qui fait un petit peu le lien à ça, mais évidemment. Si tu avais l'opportunité de parler à une version de toi-même de 18 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Fais-toi confiance. Nice. Tu vas faire des erreurs, c'est certain, mais fais-toi confiance. Prends des initiatives, puis fonce dans ce que tu connais, puis aie pas peur de mettre de l'avant ce que tu connais puis de ton opinion et tout. Je pense que je l'ai appris au fur et à mesure, mais quand j'étais plus jeune, je le savais moins. C'est sûr qu'on va en faire des erreurs, mais on essaie de les limiter, là, c'est certain, au niveau professionnel surtout. Mais dans la vie en général, je pense que d'avoir du plaisir puis de ne pas trop s'en vouloir pour des petites erreurs, ça vaut la peine d'être dit. Puis c'est ça, c'est de se faire confiance également au niveau professionnel, au niveau personnel. Tellement, puis à 18 ans, c'est crucial aussi, on développe un petit peu, on arrive dans la vie d'adulte. Fait qu'à savoir que, c'est drôle parce que on quitte le secondaire vers comme 15-16 ans. Puis là, c'est comme, OK, qu'est-ce que je veux faire pour le reste de ma vie ou dans quel champ d'études? Puis si t'as pas pris le temps de faire des tests, tu vas aller, je sais pas, en sciences humaines. Puis après, tu vas essayer de te découvrir, mais de faire ce cheminement-là. Puis, je sais pas, petite question par rapport à ça. Est-ce que toi, tu le savais, Day One, que tu voulais aller étudier dans ce domaine-là, que tu voulais faire ce métier-là, ou non, plus ou pas moins? tout. Je te dirais, quand j'étais au secondaire, je savais que je voulais travailler avec les chiffres. Je savais que j'avais un esprit plus mathématique, plus financier. J'avais une aisance vers ça. Je regardais pour l'économie, je regardais pour la planification financière. Puis rendu au cégep, je pense que je m'alignais encore vers la planification financière jusqu'à vraiment l'année où est-ce que tu te fais tes demandes à l'université. Puis là, j'ai fait, j'aimerais ça aller en droit. J'ai fait mon parcours en droit. Puis là, j'ai réalisé que le droit pur et dur, c'est moins ce qui me rejoignait. D'appliquer des lois au day-to-day, faire du litige, c'était moins ma tasse de thé. Puis le droit des affaires m'intéressait. Et finalement, en faisant les cours de fiscalité, c'est là que je suis tombé là-dessus puis je suis tombé en amour. Et après ça, de là, j'ai décidé de faire la maîtrise en fiscalité. OK, cool. Une petite parenthèse, là, c'était pas vraiment le but de ma dernière question, mais c'est vraiment nice. Puis je trouve que justement, dans 18, vingtaine et tout ça, on développe notre confiance, notre estime de soi, on se découvre davantage. Fait que c'est un des meilleurs conseils que tu peux donner justement à nos audiences, parce que quelqu'un justement qui te regarde, qui t'écoute, qui dit « Hey, j'aimerais ça suivre
le parcours de Vincent, puis j'aimerais potentiellement aussi devenir fiscaliste. Ça pourrait être intéressant de suivre ton parcours, puis évidemment à travers les capsules. Mais Vincent, où est-ce qu'on peut te contacter justement pour travailler avec toi, pour reprendre une entreprise, acquérir une entreprise? LinkedIn. Okay. Je commence à être actif un peu plus. J'ai commencé à être actif un peu plus là-dessus. Awesome. Puis après ça, vous pouvez rejoindre sur le site de Panorama. Vous pouvez me retrouver. Puis c'est pas mal ça. Simple que ça? Exact. All right. Je propose toujours à mes invités de faire un part 2 dans 6 mois. Puis on va regarder justement quand tu m'as dit au niveau de tes objectifs, ton objectif, de développer ta clientèle. On va pas nécessairement parler de chiffres, on va parler justement peut-être ton profil de clientèle, où est-ce que tu es rendu. Fait que tu es toujours le bienvenu au podcast, puis je suis très content d'avoir reçu au studio aujourd'hui. Merci à toi pour m'avoir reçu, puis pour la discussion, super bien. Nice. Merci beaucoup. Merci. Yes, bonne journée. Salut. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.